Depuis des mois, l'empire de Sean Combs, plus connu sous le nom de Diddy, se fissure lentement sous le poids d'accusations multiples. Mais ce 26 juin 2025, c'est une déflagration d'une toute autre ampleur qui secoue l'industrie musicale. Car cette fois, ce n'est pas seulement la star qui est visée, c'est aussi son propre fils. Une plainte civile a été déposée devant un tribunal fédéral américain. Une jeune femme accuse Diddy et Justin Combs d'avoir orchestré ensemble un viol collectif perpétré par des hommes masqués. Et ce qu'elle raconte glace le sang. Pour comprendre, il faut revenir 8 ans en arrière. En avril 2017, la plaignante vivait en Louisiane. Une vie discrète, modeste, trop étroite à ses yeux. Comme tant d'autres, elle rêvait d'un ailleurs. La lumière, les opportunités, la réussite. Un jour, sur son téléphone, une notification s'affiche, un message reçu via Snapchat. L'expéditeur, Justin Combs, le fils de Diddy. Pour elle, c'est un nom qui incarne la célébrité, le pouvoir, les connexions. Il lui parle d'un poste possible dans une société liée à la télévision. Il évoque des projets, des contacts dans l'industrie musicale à Atlanta. Il promet de l'aider. Avec lui, dit-il, et grâce à son père, tout peut s'ouvrir. Ce n'est pas un rêve, c'est une chance. Elle hésite, puis elle cède. Qui dirait non à une telle proposition? Elle fait ses valises, elle embrasse sa famille, elle prend un billet destination Los Angeles. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ce voyage n'a rien d'un tremplin professionnel. Il ne la conduit ni vers un studio, ni vers un bureau. À son arrivée, on ne l'accueille pas avec un contrat en main, mais on la conduit dans une vaste villa à Beverly Hills, une maison de rêve immense, silencieuse. Trop silencieuse, rien ne ressemble à un environnement de travail, pas de salle de réunion, aucun ordinateur, pas même une secrétaire, juste une suite de pièces luxueuses, trop bien rangées, trop parfaites. Quelque chose ne va pas, mais elle reste. Parce que tout semble trop grand, trop réel pour être remis en question, parce que quand on n'a plus rien à perdre, on s'accroche au peu qu'on vous tend, on lui propose un verre, puis un autre, on lui tend du cannabis, des poppers, on lui parle avec bienveillance, on la rassure, mais derrière chaque sourire, il y a une tension, une attente, une pression feutrée. Elle ne veut pas déplaire, elle veut se montrer professionnelle. Alors elle accepte, petit à petit, les choses deviennent floues, ses gestes sont ralentis, sa vision se trouble, son corps s'alourdit, sa volonté glisse comme aspirée dans un gouffre invisible, elle ne contrôle plus rien, la nuit tombe, la villa s'enfonce dans une ambiance étrange, ce qui ressemblait à un décor de clip devient soudain menaçant. Les voix se font rares, les lumières tamisées accentuent le malaise, quelque chose est en train de basculer, elle ne le sait pas encore, mais la porte qui s'est refermée derrière elle est celle d'un piège, un piège sophistiqué, construit pour séduire, anesthésier, isoler et détruire. Elle ne sait plus si c'est le soir, la nuit ou l'aube, le temps se distend, se dilue, les bruits sont sourds, les murs semblent respirer, et elle, allongée sur un canapé trop moelleux, sent son corps s'éloigner d'elle-même, puis sans prévenir, la pièce change, l'atmosphère devient dense, l'air est lourd, et le silence, brutal. 3 hommes entrent, leur démarche est lente, millimétrée, aucun mot, aucun regard, ils sont entièrement couverts, masqués, pas de visage, rien à quoi se raccrocher, juste des silhouettes froides, mécaniques, indifférentes. Elle veut parler, elle veut hurler, mais sa bouche refuse de bouger, sa voix ne sort pas, ses bras, ses jambes ne répondent plus, son esprit est clair, mais son corps ne lui appartient plus, elle est là, lucide, mais emprisonnée dans sa propre chair. Ce qui suit dépasse l'entendement, les 3 hommes se relaient, tour à tour, avec violence, avec méthode, elle ne pourra jamais oublier, parce que tout était net, trop net, chaque geste, chaque souffle, chaque douleur, rien ne lui a été épargné, aucune zone de son corps n'a été respectée, oral, anal, brutal, répété, sans protection, sans pause, sans fin, et au cœur de ce cauchemar, un détail, un mot jeté comme un signal, Pops, elle l'entend clairement, et ce mot la transperce parce qu'elle connaît cette voix, cette intonation. Cette manière de donner des ordres sans crier, cette autorité implicite que même les autres semblent reconnaître. Et tout à coup, elle sait, ce n'est pas un pressentiment, c'est une certitude. Derrière l'un de ces masques, il y a Diddy. Elle reconnaît sa voix, sa gestuelle, sa présence et ce mot « pops » que les autres utilisent avec respect. Il est là, dans la pièce.
Il ne dirige pas seulement, il participe, elle le sait et cette prise de conscience la déchire parce que rien n'aurait dû l'amener là. Parce qu'il ne s'agit pas d'un dérapage mais d'un rituel, un scénario écrit d'avance, un système où tout est contrôlé, calibré, organisé. Elle n'est pas une femme, elle est un objet, un corps à utiliser, à soumettre, à briser. Les heures passent, ou peut-être les minutes. Elle ne sait plus, mais la douleur reste, inscrite dans chaque muscle, dans chaque souffle, dans chaque seconde d'attente entre deux agressions. Et dans cette attente, une conviction prend racine, personne ne viendra la sauver. Parce qu'ils sont puissants, intouchables, protégés, et parce que ce qui se joue ici n'est pas un accident, mais un spectacle. Un spectacle cruel, orchestré dans le secret, où la victime est seule, totalement seule. Quand elle ouvre les yeux, le silence est revenu, un silence épais, étouffant. La villa est calme, trop calme, les corps ont disparu, les masques aussi. Il ne reste qu'elle, allongée, nue, brisée, dans une pièce trop grande pour contenir autant de douleur. Elle ne sait pas si elle a dormi, perdu connaissance ou simplement survécu. Son corps lui semble étranger, elle ne sent plus rien, sinon le vide. Ses jambes tremblent, sa gorge est sèche et dans sa tête, une seule question tourne en boucle. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais personne ne lui laisse le choix, pas de médecin, pas d'aide, pas un mot de réconfort, juste une enveloppe, un billet d'avion et une consigne froide, sèche, implacable. Tu rentres et tu ne dis rien, aucune menace directe, aucune arme pointée sur elle, mais tout est là. L'intimidation, le pouvoir, la peur, elle comprend qu'elle n'est pas tombée sur des amateurs, qu'elle a été piégée par des hommes qui savent comment effacer les traces, comment contrôler les récits, comment faire taire. Alors elle obéit, elle prend l'avion, elle rentre en Louisiane, mais elle n'est plus la même, elle n'est plus rien, elle n'a plus de mots, plus de repères, seulement ce silence devenu son seul refuge. Les jours passent, puis les mois, puis les années, elle ne parle à personne, ni à sa famille, ni à ses amis. Elle enterre ce qui s'est passé au plus profond d'elle-même, parce que personne ne la croirait, parce que ceux qu'elle accuse ne sont pas des inconnus, ce sont des icônes, des hommes d'affaires, des pères de famille souriant sur les tapis rouges. Et elle n'est qu'une fille ordinaire, sans preuve, sans défense, sans voix. Mais quelque chose commence à bouger. À mesure que les années passent, elle voit, elle entend, elle lit des rumeurs, des murmures, puis des plaintes, d'autres femmes, d'autres histoires. Étrangement similaires, elle n'est pas seule, alors un jour, sans prévenir, elle décide, elle se lève, elle prend un avocat et elle parle officiellement, publiquement, elle dépose plainte contre Justin Combs, contre Sean Combs, contre tout ce qu'ils incarnent, et ce n'est plus un murmure, c'est une clameur, c'est le début d'un bouleversement. La plainte ne passe pas inaperçue, parce qu'elle ne vise pas un inconnu, ni un homme isolé, elle s'attaque à un monument, à un empire, à un nom synonyme de réussite, de pouvoir, d'influence. Sean Diddy Combs, et cette fois c'est différent, ce n'est pas un simple témoignage noyé dans le flot des réseaux sociaux, c'est une action en justice, une procédure déposée devant un tribunal fédéral, appuyée par des faits, des dates, des lieux, des mots glaçants. Elle accuse Justin Combs de l'avoir appâté, manipulé, puis livré. Elle accuse Sean Combs d'avoir participé, orchestré, commis l'irréparable. Et dans sa plainte, elle ne demande pas seulement des réparations, elle exige que la vérité soit dite, que les noms soient nommés, que les puissants cessent d'être intouchables. Les chefs d'accusation sont lourds. Agression sexuelle aggravée, violence fondée sur le genre, détresse émotionnelle volontairement infligée, négligence dans la supervision et la sécurité, complicité d'exploitation sexuelle. Et elle ne poursuit pas que des individus, elle vise aussi leurs entreprises, leurs structures, leurs systèmes, tout ce qui a permis que cela arrive dans le confort d'un luxe impénétrable, car ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une exception, c'est un schéma, une méthode répétée, des jeunes femmes vulnérables, des promesses d'emploi, des voyages vers des villas luxueuses, des soirées déguisées, des substances, et derrière, toujours le même nom, encore et encore, Diddy, et maintenant Justine, et même Christian Combs, également visé par une autre plainte pour agression sexuelle. L'image de la famille parfaite, exposée en couverture de magazine, s'effondre lentement, mais sûrement, et les témoignages s'accumulent. Des escorts masculins parlent eux aussi, ils décrivent Diddy déguisé, huilé,
participant à des freak-off, des orgies longues de plusieurs jours, organisées dans le secret où tout était permis. Il parle de masques, de déguisements, de caméras. Tout semble pensé pour une seule chose: effacer les preuves, effacer les visages, effacer la responsabilité, mais on ne peut pas masquer une voix, ni une démarche, ni la terreur qui colle à un souvenir. Et ce que cette femme raconte fait écho à tant d'autres. Le plus glaçant, ce n'est pas l'horreur, c'est la précision, la régularité, la mécanique bien huilée d'un système fait pour consommer des corps, puis les faire taire. Même la fille de Didi a été aperçue au tribunal, assise dans la salle pendant qu'on décrivait des actes d'une violence inimaginable. Personne ne bronche, personne ne détourne le regard, c'est devenu normal. Voilà ce qui dérange le plus: la banalisation, la passivité de ceux qui savaient, le silence de ceux qui regardaient ailleurs. Pendant des années, Didi a été intouchable. Producteur, icône culturelle, businessman adulé, aujourd'hui l'empire tremble. Les sponsors fuient, les deals s'évaporent et l'opinion publique chancelle parce qu'on veut bien fermer les yeux jusqu'à ce que ça crie trop fort, jusqu'à ce qu'il y ait trop de plaintes, trop de détails, trop de victimes. Ce n'est plus un scandale, c'est une démolition lente, poussée non par les médias, mais par celles et ceux qu'on a voulu faire disparaître dans le silence. Et tout a basculé le jour où cette femme a parlé. Elle n'a pas seulement raconté son histoire, elle a mis en lumière un système, une culture du silence, un empire construit sur la peur et l'impunité. Elle a refusé de disparaître, elle a dit non, et ce non, lancé à la face du pouvoir, a fissuré ce que des millions de dollars ne pouvaient plus réparer. La question n'est plus « est-ce que c'est vrai ?», la question maintenant c'est « combien savaient et n'ont rien dit ?» Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!